Le retour de l'autorité, pour ne pas dire le retour d'un régime autoritaire en Russie, nous a donné l'envie d'analyser la politique de ce pays dans des zones géographiques qui sont moins en vue que l'Ukraine ou le Moyen-Orient. Et quand on regarde de plus près, on constate que le pouvoir russe, en fait, n'est pas en capacité de contrôler l'ensemble de son territoire, et plus particulièrement le Caucase du Nord. Donc voyons aujourd'hui ce qui se passe dans cette région. Le Caucase, c'est avant tout une chaîne de montagnes qui se trouve ici, entre Europe et Asie, entre mer Noire et mer Caspienne. Cette région montagneuse est divisée en deux ensembles, le Caucase du Sud, avec la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et le Caucase du Nord, avec la Russie, dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cette région de Russie, on trouve le district fédéral du Caucase du Nord, qui regroupe le Kraï de Stavropol et 6 républiques fédérées russes, à savoir celle de Karatchaïévo-Tcherkessie, celle de Kabardino-Balkarie, d'Ossétie du Nord Alanie, d'Ingouchie, de Tchétchénie et du Daghestan. Or, ce dernier territoire est aujourd'hui la principale zone de conflictualité en Russie. Alors pourquoi ? Dans cette région russe, on trouve un grand nombre de groupes ethno-linguistiques répartis en 3 familles. La famille caucasique, dont les Tchétchènes et les Ingouches, la famille indo-européenne, dont les Ossètes et les Russes, et la famille altaïenne, dont les Balkars. Les religions majoritairement présentes dans cette région sont l'orthodoxie et l'islam. Alors une telle diversité s'explique évidemment par la géographie du lieu, c'est-à-dire sa localisation, mais aussi son relief. Car le Caucase s'est trouvé tout au long de son histoire au carrefour de voies commerciales, de routes d'invasion, de différentes aires d'influence. Et puis le relief a également favorisé la préservation des particularismes locaux. Or, ces particularismes s'opposent depuis des siècles à la présence russe. Nous voici en 1878. À cette date, l'Empire russe occupe tout le Caucase, après plusieurs siècles de conquête face à la résistance de l'Empire ottoman et de l'Empire perse. Mais aussi il y a la résistance des populations locales, comme au Daghestan, où l'imam Shamil a organisé la lutte contre la Russie, et ce, pendant plusieurs décennies. Or, cette lutte va se poursuivre le siècle suivant, lorsque les peuples du Caucase vont passer de la domination russe à la domination soviétique, avec la fondation de l'URSS en 1922. En 1943 et 1944, après le retrait des nazis de la région, Staline ordonne la déportation de plusieurs peuples du Nord Caucase, notamment les Karatchaïs, les Balkars, les Ingouches, les Tchétchènes. Ils sont accusés d'avoir collaboré avec les nazis, ils sont déportés en Asie centrale et ne seront réhabilités et autorisés à rentrer chez eux qu'à la fin des années 50. Eh bien, cet épisode sera à l'origine des tensions entre les peuples déplacés, comme les Ingouches, et ceux ayant pris leur place, entre-temps, en l'occurrence les Ossètes. Une autre politique a été la source de tensions, c'est le découpage administratif, dont vous voyez ici les limites, les contours en 1991, et ce, juste avant la chute de l'URSS. On voit tout d'abord les républiques socialistes soviétiques, qui forment l'URSS, et à l'intérieur de ces républiques, notamment celle de Russie, Moscou a créé des unités administratives plus petites afin d'empêcher l'émergence d'une solidarité caucasienne contre Moscou. Mais il s'agit aussi d'apaiser les populations en créant des territoires nationaux, comme la République autonome d'Ossétie du Nord pour les Ossètes. Cela dit, la diversité ethnique y est telle dans cette région qu'il est impossible, évidemment, de satisfaire tout le monde. C'est pourquoi le déclin de l'URSS dans les années 80-90 favorise l'émergence de revendications nationalistes, notamment chez les Lezguines, les Balkars, les Karatchaïs, les Tcherkesses ou encore les Tchétchènes. Ainsi, en novembre 1991, la Tchétchénie, on s'en souvient, proclame unilatéralement son indépendance sous le nom de République tchétchène d'Itchkérie, avec Grozny pour capitale, renommée Djokhar. Mais Moscou, évidemment, ne peut pas accepter cette proclamation d'indépendance, car alors que l'URSS disparaît en décembre 1991, la Russie tient pour autant à conserver l'intégrité du territoire qui lui reste. Et puis, le sous-sol de la Tchétchénie contient du pétrole.
Celle-ci est traversée par un oléoduc permettant d'exporter le pétrole en provenance de Bakou et de la Tchétchénie. Donc Moscou ne peut tolérer l'insoumission et l'instabilité dans une zone qui est fortement stratégique. C'est pourquoi l'armée russe intervient militairement pour lutter contre les forces indépendantistes lors de la première guerre de Tchétchénie de 1994 à 1996, puis de la seconde guerre de Tchétchénie en 1999 jusqu'en 2000, qui sera transformée par la suite en une opération dite antiterroriste et qui aura duré près de 10 ans. Alors ces deux conflits vont entraîner la destruction de nombreuses villes, notamment la capitale, Grozny, de nombreuses pertes dans chaque camp, mais évidemment surtout les civils, et le déplacement de populations civiles et des combattants vers les républiques voisines, l'Ingouchie, le Daghestan et la Géorgie. À l'issue de ces deux guerres, la rébellion tchétchène est décimée par les interventions russes, mais la lutte contre la Russie est reprise en Ingouchie et au Daghestan par des groupes islamistes comme la Brigade internationale islamique de Shamil Bassayev ou le Sharia Jamaat. De nombreux facteurs expliquent ce basculement d'une lutte nationaliste vers une lutte religieuse. Il y a le retour vers une certaine identité religieuse, dont notamment l'identité islamique, que l'on observe à la fin de la période soviétique, mais il y a aussi l'émergence de l'islamisme comme une bannière commune à tous les peuples du Caucase face au pouvoir russe qui, lui, est plutôt proche de l'orthodoxie. Dès lors, la principale revendication n'est plus l'indépendance ou l'autonomie des peuples du Caucase, mais la création d'un État islamique. En 2007, un émirat du Caucase est proclamé, le territoire revendiqué apparaît là sur notre carte. Parallèlement, les groupes islamistes multiplient les attentats dans la région, comme la prise d'otage de l'école de Beslan en 2004, mais aussi hors du Caucase, comme à Moscou en 2002 et en 2010. Malgré leur violence, les revendications des groupes islamistes trouvent un certain écho auprès des populations du Caucase du Nord qui connaissent chômage et pauvreté. Par exemple, en Tchétchénie, en 2008, le chômage touchait 63% de la population et le salaire mensuel était de 280 € en moyenne, contre 410 en Russie. Alors cette situation s'explique en partie par l'effondrement de l'économie soviétique d'abord, puis par les conflits, mais aussi la corruption des élites locales, et cela décrédibilise la sphère politique et ce au profit de nouveaux acteurs religieux. C'est pourquoi la Russie comprend que la force armée ne suffit pas, et elle développe alors une autre stratégie. Cela consiste tout d'abord en mise en place de personnel politique pro-russe à la tête des républiques instables, Ramzan Kadyrov en Tchétchénie depuis 2006, Ramazan Abdullatipov au Daghestan depuis 2013. D'autre part, le soutien au régime en place à travers des subventions qui peuvent représenter jusqu'à 90% du budget des républiques, ou encore des initiatives comme le projet de développement d'un complexe balnéaire et de stations de ski d'ici 2020, qui vise non seulement à garantir la présence russe, mais aussi à soutenir le développement économique de la région. Or, sur le plan économique et politique, la corruption et le clientélisme freinent le développement économique et aggravent la méfiance de la population envers le personnel politique. Et puis sur le plan militaire, les interventions de la Russie ont paradoxalement contribué à une régionalisation du conflit. En affaiblissant l'émirat du Caucase, les forces russes ont entraîné le départ des combattants vers d'autres groupes islamistes, notamment l'État islamique en Syrie et en Irak, attirés par la possibilité de poursuivre le combat contre la Russie. Alors, selon des estimations compilées par le International Crisis Group, en mars 2016, environ 1500 combattants nord-caucasiens avaient rejoint l'État islamique, dont une très grande partie en provenance du Daghestan. Au sein de l'État islamique, les combattants nord-caucasiens sont appréciés pour leur expertise, leur expérience de la guérilla contre la Russie, à l'image d'Omar le Tchétchène, devenu un des chefs militaires de l'État islamique. En retour, l'État islamique considère à présent l'émirat du Caucase comme une de ses provinces et y a perpétré des attentats, notamment au Daghestan, et ce en représailles à l'intervention russe en Syrie. Alors on l'a compris, le Caucase du Nord est en fait depuis plusieurs siècles comme le talon d'Achille de la Russie. C'est aujourd'hui la région la plus violente, la plus instable du pays, ce qui indique en fait une fragilité majeure du pouvoir russe. Mais après tout, n'est-ce pas Moscou le premier responsable de cette instabilité ?
les politiques de conquête successives, de répression conduites par la Russie ont fait naître évidemment chez les peuples du Caucase une sacrée rancune contre le grand frère russe. Et ainsi d'ailleurs on voit que la rébellion nord-caucasienne est passée d'une lutte nationaliste à une lutte islamiste. Et d'ailleurs maintenant avec le reflux de l'État islamique en Syrie, Moscou craint les conséquences du retour dans le Caucase des combattants islamistes. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'il faut replacer l'opération du FSB, c'est-à-dire les services secrets russes, le 3 décembre 2016, qui a éliminé Roustam Asildarov, qui est le chef de l'organisation de l'État islamique dans la République du Daghestan. Alors l'hiver, c'est toujours la période des nouveaux atlas et des grands rapports internationaux. Vous pouvez lire utilement le Ramsès 2017, un monde de rupture aux éditions Duno, et puis un atlas dont le thème évidemment tombe très bien, très novateur sur le plan cartographique, c'est l'Atlas des frontières, aux éditions Les Arènes de Delphine Papin et Bruno Tertrais.